une mesure en matière de politique économique, je penserais à la taxation carbone. Pourquoi ? Eh bien parce que l'enjeu le plus important qui est devant nous, c'est celui de la transition environnementale et que dans les instruments qui sont à notre disposition, la fiscalité reste extrêmement puissante. Elle ne suffit pas, il faut d'abord convaincre les gens, expliquer, sensibiliser, mais la fiscalité est utile. Si demain il nous coûterait beaucoup plus cher de prendre l'avion, de nous déplacer en voiture, que sais-je, de nous chauffer, eh bien nous y ferions bien davantage attention. La fiscalité environnementale, et en particulier la taxe carbone, permettrait cette sensibilisation au travers du portefeuille qui nous amènerait à penser, à isoler nos bâtiments, à nous déplacer autrement, plutôt qu'aujourd'hui bénéficier d'une fiscalité trop légère par rapport au coût de la pollution. La fiscalité, elle est présente, mais elle est insuffisante, il faut donc la renforcer. Le nombre de personnes de plus de 80 ans va doubler dans les 30 prochaines années. Or, ce sont ces personnes qui connaissent des problèmes de dépendance liés à la perte d'autonomie. Pour couvrir ces besoins croissants, on ne dispose pas en Belgique d'assurance dépendance. Je serai en faveur du développement d'un pilier de l'assurance sociale qui serait une assurance dépendance sociale. Il serait bon que cette assurance soit caractérisée par une franchise qui impliquerait que, au-delà d'un certain nombre de mois, voire d'années de dépendance, le schéma public rembourse totalement les frais encourus afin d'éviter que des familles qui ont connu une dépendance trop longue se trouvent sans aucune ressource. La mesure à laquelle je pense, elle prendra du temps à être mise en œuvre, mais pour moi ça ne fait qu'en renforcer l'urgence. Et l'idée, c'est une formation sérieuse en économie au niveau du secondaire. Alors, je ne parle pas de grandes théories économiques. Ici, je parle simplement d'une base en comptabilité nationale, par exemple, en finances publiques, et un petit peu d'économie politique, mais pas trop. Alors, je suis encore effaré aujourd'hui de la pauvreté des débats sur les réseaux sociaux, tout ce qui concerne l'économie. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de débats qui traitent de ça. Alors, on vous explique avec beaucoup de certitude que la dette n'existe pas, que si on supprime le salaire des ministres, on pourra rembourser tout le déficit, combler le déficit de la sécurité sociale, alors qu'en fait, les ordres de grandeur n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Alors, quelque part, depuis le Covid, évidemment, tous les économistes du dimanche sont devenus des virologues du dimanche, mais je crains qu'ils vont redevenir économistes du dimanche quand le Covid passera, on peut espérer qu'il va passer tout. Pourquoi ? Parce que ce sont les réalités économiques qui en fait affectent tout le monde, donc on doit s'attendre à ce qu'effectivement tout le monde de nouveau ait une opinion sur un tas de choses économiques. Alors, est-ce qu'un peu d'éducation suffira ? Ce n'est pas gagné. C'est pas gagné pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les gens n'aiment pas les contraintes. L'autre raison, c'est qu'il y a une série d'académiques qui n'ont en fait pas vraiment réussi leur carrière scientifique et qui se cherchent une surface en devenant un peu populistes sur les réseaux sociaux. On en connaît tous, je pense. Mais au moins, on peut espérer que un peu d'éducation économique permettra de comprendre que le système de pension, par exemple, n'est pas soutenable, ou bien que des gens qui essayent de défendre le système de pension, dont des jeunes par exemple, des plus âgés, en fait pensent surtout à eux et pas tellement aux plus jeunes. Et puis pensez aussi que la dette, c'est une charge qu'on impose à nos jeunes sans contrepartie en fait. Voilà. Alors, si j'avais une seule mesure à prendre, je m'accorderais sur la taxation minimale des entreprises. C'est un sujet d'actualité parce que le G7 vient d'annoncer leur intention de converger vers un taux minimal de 15% de taxation des entreprises. Alors peut-être un mot sur ce que c'est. Taxation minimale des entreprises, l'idée est la suivante. Par exemple, imaginons une entreprise qui a son siège social en Belgique et également des activités en Irlande. Si on parle d'un taux minimal de taxation de 15%, eh bien la Belgique pourrait récupérer la différence entre ce taux effectif de 15% et la taxation actuelle en Irlande, qui par exemple est de l'ordre de 4%, ça reviendrait à la Belgique. Donc c'est de ça qu'on parle. Alors, pourquoi une taxation minimale des entreprises ? Eh bien, ça réduit les incitants à la concurrence fiscale qui est néfaste à plusieurs égards.
une des conséquences bien connues de la concurrence fiscale entre États, c'est le fait que ça réduit évidemment les recettes fiscales sur les entreprises qui doivent se reporter sur le travail ou la consommation, et ça a des impacts redistributifs évidemment. Ça expose les États au chantage à l'emploi. Et dernièrement, et peut-être moins connu, mon collègue Mathieu Parenti a par exemple montré que la concurrence fiscale et l'arbitrage fiscal des entreprises profite surtout aux grosses entreprises, et ça a contribué à l'augmentation de la concentration des entreprises sur le marché, en Europe en particulier, et donc à une augmentation des prix. Je pense quant à moi que l'idée d'introduire un revenu de base serait vraiment une formule intéressante à plusieurs égards. Je parle d'un revenu de base, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un revenu qui permet de s'abstraire de toute contingence par rapport au travail, mais un revenu suffisant pour donner une sécurité. Dès lors qu'on a cet outil, on peut par exemple plus facilement, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, soutenir l'entrepreneuriat, soutenir l'autonomie des gens, soutenir les choix privés, puisque le revenu de base est accordé quelle que soit la composition des revenus d'un ménage ou d'un groupe de personnes qui habitent ensemble. C'est aussi un instrument qui permet de faire un arbitrage entre des jobs bien payés mais moins intéressants versus des jobs plus intéressants mais moins bien payés. C'est un outil qui permet de moduler son temps de travail. C'est un outil, enfin, qui permet de choisir un certain nombre d'activités en dehors des activités de boulot et en dehors des activités liées à la sphère domestique. On fait face à un monde qui est de plus en plus incertain, et je pense que beaucoup des mesures qu'on prend ont de ce fait des résultats incertains. Et je pense que ce qu'il faudrait changer, c'est qu'au lieu de se dire qu'on vient tout de suite avec des solutions, on vient avec des hypothèses de solutions. Et au lieu de se battre pour la mesure qu'on a prise, on devrait apprendre à se battre pour le résultat attendu. Et donc accepter l'évaluation des mesures, accepter le doute, accepter l'incertitude, et donc incorporer ce processus scientifique dans les mesures politiques qu'on prend. Surtout en économie, quand l'économie est en train de changer, quand les défis sont en train de changer. Parce que ce qu'il faut, c'est des politiques efficaces, et pas défendre des politiques juste parce qu'elles ont été passées. Dans le cadre du Green Deal européen, la première mesure, c'est de dire d'abord ne pas nuire. Donc démantelons les politiques qui sont en fait nuisibles par rapport à l'objectif, par exemple les subsides sur les énergies fossiles, et par exemple, dans le cadre européen, les subsides actuels à la politique agricole qui à la fois favorisent une destruction de l'environnement par les pratiques qu'elle soutient, et par ailleurs se traduisent aussi en développant ce modèle industriel de l'agriculture et de l'alimentation avec des conséquences sur la santé publique que l'on connaît. Au contraire, il faut utiliser les moyens publics, l'argent du contribuable, pour financer de la production de biens publics qui bénéficient à tout, l'amélioration de l'environnement, la biodiversité, la préservation des sols, de l'eau et in fine aussi de la santé publique.